Covid, vous le savez, la prise en charge des patients, de façon générale, requiert la contribution de tous les personnels de santé. Nous avons les infirmiers qui prélèvent les signes vitaux, mais alors il y a les médecins qui, par l'anamnèse, posent des diagnostics réels. On peut aller au laboratoire où le laborantin va certifier les résultats, mais alors que vient faire le pharmacien? Ça va être la question phare que nous allons poser à notre invité de ce Stop Covid. C'est le président de l'Ordre des pharmaciens de Kinshasa, Dr Josi Kongolo. Bienvenue. Merci. Ma toute première question, je l'ai déjà frôlée tout à l'heure. Quel est le rôle du pharmacien de la prise en charge des malades de façon générale, mais précisément par rapport à l'heure de la pandémie de Covid-19? Voilà. Le pharmacien, c'est le spécialiste du médicament. Définissons les médicaments de manière claire pour comprendre que fait le pharmacien dans cette histoire. Le médicament, c'est toute substance ou composition ayant des propriétés curatives et préventives. Déjà, si nous nous focalisons de ces deux mots, curatif et préventif, nous allons comprendre réellement la place du pharmacien. Donc, quand un patient a mal, il se présente à l'hôpital, les infirmiers, comme vous l'avez dit, ainsi que les médecins et les laborantins posent les diagnostics, il vient maintenant vers le pharmacien pour demander quels sont les médicaments que nous pouvons donner à ces patients pour le soulager ou pour éradiquer directement sa maladie. Et donc, nous commençons déjà par la prévention. C'est-à-dire pour prévenir les personnes à ne pas contracter la maladie. Pour le cas, par exemple, de Covid-19, il y a le masque qui doit être certifié et étudié parce que le masque utilisé, vous entendez souvent le FFP2, le FFP3, c'est tout simplement parce que le masque dépend de la dimension ou du diamètre des pores. Nous sommes face à des particules de l'ordre de 400 à 500 nanomicrons, donc nano, c'est déjà 1 divisé par 1 milliard, donc des particules qu'on ne voit pas au microscope optique, mais que nous voyons au microscope électronique. Et donc, ils peuvent passer par une barrière comme un pagne, qui peuvent passer par une barrière comme un drap. Pourtant, ces masques sont déjà d'utilisation, peut-être par manque de moyens ou d'informations, mais on les a. Est-ce que vous avez une possibilité de pouvoir les utiliser, bon gré, mal gré? Voilà, alors donc c'est en fait ça qui nous amène à pouvoir réfléchir, à aller vraiment au bout, parce que l'importance d'une profession, c'est de trouver des solutions avec les moyens des bords, ce que vous avez. Nous sommes tombés sur une vidéo dans le média, dans les réseaux sociaux, où on voit un scientifique qui, lui, a ajouté le papier mouchoir sur le masque pagne. Et donc, ça donne un avantage d'être hygiénique, ça donne un avantage d'être recyclable. Donc, vous pouvez, vous qui utilisez les masques en pagne, mettre le papier mouchoir et à la fin, peut-être de quelques heures, vous pouvez retirer le papier mouchoir jeté ou après la journée, vous pouvez laver votre masque et les remettre ensuite. En ce moment-là, nous aurons résolu le problème pour l'utilisation des masques en pagne. Est-ce que techniquement, scientifiquement, on a aussi résolu le problème? Donc, vous certifiez, vous, en tant que pharmacien, qu'on peut mettre le papier mouchoir, qu'il est hygiénique. Vous parlez des masques qui fait partie des médicaments que vous devrez certifier, mais il n'y a pas que le masque dans ce lot de médicaments. Exactement. Donc, ça dit, nous l'appelons intrants. Hein. Ce sont des intrants comme le seringue, cathéter et tout ça, nous appelons des intrants. Mais nous avons des désinfectants. Voilà pourquoi vous entendez maintenant des gels hydroalcooliques ou des solutions hydroalcooliques, qui sont en fait des antiseptiques. Ils sont d'usage externe, virulents, agressifs, pour pouvoir tuer le virus, bon, y compris tout ce que nous pouvons avoir, bactéries et toute autre bactérie pathogènes, même ça profite aussi, c'est-à-dire virulents et ceux qui aussi ne sont pas virulents. Parce que dans la nature, nous nous complétons, nous avons aussi des bactéries que nous avons besoin dans notre corps. Et pour les gels hydroalcooliques, les pharmaciens se sont réunis et nous avions pensé multiplier la production de gel hydroalcoolique. Nous avons demandé à tous les pharmaciens qui sont dans les officines de faire des préparations officinales. Ce sont des préparations reconnues à tout pharmacien qui est dans l'officine. Il peut
le faire et le vendre ou le dispenser aux personnes qui viennent dans sa pharmacie. Donc, il ne peut pas le faire en dehors de sa pharmacie. Mais nous avons réquisitionné aussi, c'est là où nous saluons le doyen de la faculté de la faculté des sciences pharmaceutiques de l'université de Kinshasa, qui nous a donné de l'espace et des pharmaciens qui se sont sacrifiés pour donner de leur temps. Certains ont donné 48 heures, 72 heures pour fabriquer les gels. Il y a d'autres personnes qui ont fait des dons de la matière première. Il y a certains hôpitaux aussi qui ont été réquisitionnés. Il y a Saint-Joseph. Nous sommes en pourparlers avec mon collègue pour pouvoir multiplier la production ou doubler la production des gels hydroalcooliques. C'est là où nous demandons maintenant au gouvernement de pouvoir nous aider avec la matière première, de réquisitionner la matière première pour une utilisation rationnelle. Parce que la matière première pose problème. Nous voulons répondre... C'est l'alcool, c'est l'oxygéné, la glycérine. Vous suivez l'alcool à côté de ceux qui fabriquent de boissons traditionnelles, c'est ça? Bon, non, il y a par exemple la sucrière de Kulungongo qui en produit. Et là, nous pouvons les faire. En fait, nous pouvons même aller jusqu'à la production de cet alcool, mais c'est en fait les moyens qui nous manquent. Parce qu'avec du maïs, on peut les faire, avec de la canne à sucre, on peut les faire. Mais si l'État met un peu de moyens, nous pouvons être à mesure de les faire. Il y a une pharmacie en France qui fait pratiquement 100 000 litres, je pense, si j'ai bien dit, 100 000 ou 100 000 flacons de 100 millilitres qui disponibilisent. Donc, nous aussi, nous sommes à mesure de les faire. Donc, à ce niveau-là, nous pouvons déjà permettre à la population d'avoir les gels hydroalcooliques à un prix abordable. Nous regrettons beaucoup l'attitude de commerçants qui ont utilisé ces moments pour augmenter les prix. Et nous en appelons à leur conscience que le gel hydroalcoolique, c'est un médicament utilisé ayant des propriétés préventives. Voilà, vous en appelez à leur conscience alors que dans des pharmacies, nous nous sommes rendus compte que les prix avaient aussi augmenté. Bon, c'est ça la difficulté que nous avons à Kinshasa. Toute pharmacie à Kinshasa n'est pas pharmacie. Nous, généralement, nous appelons des boutiques des morts. Parce que la pharmacie est régie par la loi. Une pharmacie doit avoir un pharmacien. Une pharmacie doit répondre aux normes édictées. Espace, on parle de 45 mètres carrés, on parle des personnels attitrés. En fait, la pharmacie, c'est le cabinet du pharmacien. Tout comme le cabinet d'avocat, tout comme le cabinet du médecin. Moi, je ne peux pas ouvrir un cabinet d'avocat. Moi, je ne peux pas ouvrir un cabinet de consultation médicale, même si ayant des connaissances un peu plus proches de médecins. Mais je ne peux pas. La loi me l'interdit. Et nous regrettons énormément la légèreté du gouvernement dans cette matière de la pharmacie. Et le moment est venu pour que nous puissions corriger nos tirs. C'est vrai qu'avec la situation de l'heure, on a vu vraiment que la situation de l'heure a mis à nu ceux qu'on cachait, n'est-ce pas? Peut-être qu'on y reviendra vers la fin. Mais alors, pendant que les virologues sont en plein, j'allais dire, guerre, oui, de bonne guerre, parce qu'il faut proposer ce qu'il faut. On a aussi parfois des microbiologistes qui essaient de placer des mots, des économistes, des politiciens, en tout cas, chacun s'invite à ce débat par rapport à l'impact du Covid-19. Mais apparemment, le pharmacien n'est pas là où il devrait être. On parle de quelques trouvailles, de quelques propositions au terme de médicaments et tout, mais les pharmaciens ne se prononcent pas visiblement. Non, le pharmacien se prononce. En fait, je pourrais peut-être dire, nous sommes dans un orchestre où il y a plus de stars et la personne qui fait le boulot, peut-être de fond, excusez-moi, le boulot de fond ne sait pas trop s'exprimer. Alors, dans des situations de crise, on se rend compte que telle personne était importante et qui doit lever la voix. Voilà pourquoi nous venons vers vous. Toute personne peut découvrir une matière. La matière, c'est tout le monde. Un chimiste peut avoir la matière, un microbiologiste peut avoir la matière, parce que je vous rappelle que le vaccin, c'est un médicament d'origine biologique et qui sert à la prévention.
Donc, un microbiologiste, un virologue peut trouver la matière, mais c'est le pharmacien qui certifie que cette matière peut être utilisée comme médicament et choisit la forme. Je donne l'exemple. Vous avez, par exemple, quand on parle des vaccins de polio, on l'utilise par voie orale. Mais quand on parle des vaccins par exemple des TBC et les autres, on l'utilise par injection. Mais pourquoi ce choix? Donc ce sont des choix pharmaceutiques selon les avantages d'administration, selon l'effet attendu. Donc tout le monde peut trouver un médicament, une matière, mais il n'y a que le pharmacien qui dit que ces médicaments, cette matière peut être utilisée comme médicament. Alors, il y a des procédures à suivre. Donc, vous devez vous rapprocher des pharmaciens qui vont vous aider à faire des études. Et c'est là où on parle même des études cliniques. Parce que les études ne commencent pas par les études cliniques. Chez l'homme, les études peuvent commencer par des animaux qu'on appelle des cobayes, des rats, des souris. Plus loin même, on parle des bonobos et tout le reste. Après ça, vous allez constituer un dossier technique commun que le monde entier, le secteur pharmaceutique dans le monde a uniformisé, parce que je voulais encore dire à la population, la pharmacie, ce n'est pas une science inventée chez nous. La pharmacie est universelle. Je ne suis pas pharmacien que de la RDC, je suis pharmacien du monde. Et donc quand je fabrique un médicament, le médicament doit répondre à tout le monde. Je ne fabriquerai pas un médicament rien que pour le Congolais, il faut aussi que le produit soigne les Chinois et tout le reste. Donc à ce moment-là, il a un produit, on constitue les dossiers et c'est au ministère de la Santé, à la 3e direction, qu'on va déposer son dossier. Il y a une équipe de pharmaciens qui vont analyser, qui vont étudier et qui vont homologuer le produit. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il obtiendra une autorisation de mise sur le marché et aura la possibilité de les mettre sur le marché. Maintenant, si c'est un produit qui vient de l'extérieur, il aura l'autorisation, en plus de l'AMM, il aura aussi une autorisation d'importation. Alors, nous voulons dire à tout celui qui a trouvé un médicament et que le cadre approprié de présenter un médicament, ce n'est pas le public. Parce que les pharmaciens savent qu'on ne fait pas la publicité des médicaments au grand public. Mais que lui, le pharmacien, fait sa publicité des médicaments au prestataire. Exactement. Le pharmacien fait la publicité du médicament auprès des prestataires de soins. Et à ce moment-là, on ne parle même plus de la publicité, on parle de l'information thérapeutique. Donc nous informons aux médecins, nous informons aux infirmiers, nous informons aux sages-femmes ayant le pouvoir de prescrire, nous les informons des différentes découvertes et des différents médicaments. Donc, et de par la science, c'est tout à fait logique. On ne va pas débattre la science à la télé, on va débattre la science dans nos officines, dans nos cabinets, dans nos milieux, dans les conférences où nous avons l'habitude. Sinon, ça ne sonne pas bien. Voilà un peu ce que nous pouvons dire à toutes ces personnes qui vraiment viennent à la télé pour dire que j'ai découvert tel autre médicament. Il semble que vous leur fermez les portes, donc ils peuvent faire ni crier et ensuite vous ferez appel à eux. Mais alors, on doute de la sécurité que les pharmaciens assurent aux Congolais, précisément. Lorsqu'on va parler de la chloroquine, vous parlez des deux qualificatifs, la prévention et le curatif. La chloroquine, c'est quand même pour guérir aussi quelque part, même si on l'utilise aussi en mode préventif jusqu'ici. Mais alors, qu'est-ce qui a fait que les pharmaciens n'aient pas tiré une sonnette d'alarme sur des comprimés contrefaits, mais que ce soit l'OMS, par contre, qui fasse un communiqué de façon officielle pour alerter? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. En fait, nous, déjà, je peux revenir en 2 secondes. Nous ne fermons pas la porte aux gens, seulement que beaucoup ne sont pas informés. Beaucoup ne sont pas informés, donc ils peuvent se rapprocher de pharmaciens. C'est ici le lieu de demander une bonne collaboration avec les tradipraticiens. Ils ont des informations de nos ancêtres. Venez, nous allons moderniser. L'exemple de la quinine est là. C'est une plante que nous avons modernisée. Il y a plein d'exemples, donc nous ne fermons pas la porte. Alors, nous sommes victimes aujourd'hui, nous tous, de notre légèreté du secteur pharmaceutique. Nous n'avons pas suffisamment donné le moyen aux pharmaciens de faire son travail. Est-ce que vous savez qu'une vente des médicaments
est considéré comme une donnée épidémiologique. Parce qu'aujourd'hui, personne ne se pose la question comment les Chinois ont pu découvrir que ça c'est le Covid-19, ce n'est pas la grippe habituelle. Mais on a des retours. Nous avons l'habitude d'utiliser, par exemple, je donne un exemple, 20 000 antitoussifs. En janvier, 20 000, en février, 20 000, en mars, 20 000. Mais subitement, en avril, nous utilisons 200 000. Oui, il y a un problème. Donc, il y a un problème. Pourquoi tout ce monde vient utiliser les antitoussifs? Donc, dans une pharmacie, il y a une traçabilité que même le gouvernement doit avoir l'œil. Ailleurs, on a des institutions, il y a l'IMS qui donne les statistiques mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles de l'utilisation des médicaments dans l'étendue du territoire, surtout en Afrique francophone. Mais chez nous ici, ça devient comme de la magie, ça devient comme un secret, on ne peut pas savoir qui vend quoi et tout le reste. Alors nous demandons à ce que ces paramètres-là soient vraiment pris en compte auprès du gouvernement. Et nous, au niveau de la pharmacie, nous devions normalement, si la pharmacie était réglementée, les pharmaciens allaient donner cette sonnette d'alarme pour dire qu'il y a tel souci, tel produit est plus utilisé que tant d'autres. Il n'y a pas que ça comme souci, il y a le rappel de l'eau. Vous nous entendez des fois ici dire tel produit est retiré du marché. Mais vous ne vous posez pas la question, est-ce que nous les retirons tous? Des fois, nous n'arrivons pas à les retirer. Avec la chloroquine aussi. Exactement. On pensait qu'on l'achetait par prescription médicale, mais apparemment pas forcément. Pas forcément. C'est-à-dire les gens se sont donné le luxe d'aller chercher la chloroquine partout. Et comme dans les pharmacies d'aujourd'hui, ce que nous appelons les boutiques des morts, c'est tenu par des commerçants, donc tout le monde veut l'argent. Oui. Et on peut s'approvisionner n'importe où. Et ça fait de notre pays la proie je ne sais pas s'il faut l'appeler des pirates, donc de la contrebande. Oui, de la contrebande. Nous sommes la proie. On a rencontré des quinines avec 0% de principe actif, mais ça a été vendu même dans des pharmacies de renom, malheureusement. Voilà, alors c'est là où nous disons que le pharmacien doit revenir à sa place. Pour la petite histoire, la chloroquine a été alertée par l'OMS. Mais nous, on avait l'information qu'il y avait de la chloroquine de mauvaise qualité. Et nous avions essayé, à notre manière, de pouvoir chercher mais on est limité. C'est le pouvoir public qui doit s'impliquer à fond, la police pour traquer ces personnes, le gouvernement lui-même, parce qu'on avait des rumeurs, il y avait des personnes qui nous demandaient « je veux avoir la chloroquine, où est-ce que je peux l'avoir ?» Mais on donnait l'information que nous, officiellement, on n'a pas encore de la chloroquine sur les marchés. C'est vrai, il y avait des boîtes de chloroquine, la spécialité Plaquenil, parce que c'est un produit qui n'est pas utilisé que pour le palu. Il y a aussi des malades de lupus qui utilisent la chloroquine. Donc le produit, on le retrouvait aussi sur les marchés. Mais à grande échelle, il n'y avait pas de quantité de la chloroquine. Nous déplorons énormément que ce soit des étrangers qui viennent nous dire que vous avez des produits de mauvaise qualité. On aurait pu faire ce travail si le gouvernement nous avait donné le moyen. Parce qu'il y a le laboratoire Lafaki qui a reçu la visite de l'ambassadeur de Haïti, qui a amené lui-même une boîte de chloroquine et la matière première. Le laboratoire Lafaki a prélevé selon les normes, parce que vous savez que la chloroquine, à un moment donné, c'était de l'or, donc on ne pouvait pas laisser toute la boîte. Le laboratoire a prélevé, je ne sais pas, 20 comprimés ou plus, et ils ont analysé le produit fini, ils ont analysé la matière première. Et contre toute attente, bon, nous dirons même peut-être que déjà avec la description des caractères organoleptiques qu'on avait déjà publié, c'était même pas contre toute attente. Oui, parce qu'apparemment ça sautait aux yeux. Ça sautait aux yeux que c'était du faux. Et donc, le laboratoire a remis sous pli fermé, conformément à la réglementation pharmaceutique. Donc, le pharmacien, laborantin, analystes qui ont fait cette analyse-là n'ont rien à voir. Ils ont fait leur travail en âme et conscience. Ce n'est qu'après que
le demandeur de l'analyse qui a pu mettre dans les réseaux sociaux le résultat, exposant aussi les pharmaciens, exposant aussi le pharmacien qui ont fait l'analyse. Alors, la suite, vous en connaissez. Oui, quand même, les résultats des labos qui passent entre experts ne devaient pas être mis à la place publique. Exactement, c'est ce que la loi nous recommande. Parce qu'il faut... Problème d'éthique. Problème d'éthique, et dans la prise en charge, il ne faut pas discréditer un personnel de santé. Vous savez, aujourd'hui, quand vous allez voir un médecin et qu'on vous dit qu'il n'est pas compétent, c'est fini. Tout ce qu'il va vous donner seront... peut-être même cette attitude positive-là, parce qu'il y a la psychologie qui rentre dans ça. Cette attitude positive-là, il est père. Alors, d'après l'éthique, il est donc logique de pouvoir conserver l'éthique, la crédibilité des uns et des autres. Les pharmaciens de Kinshasa font leur travail, mais dans quel environnement? C'est ça la grande question que nous renvoyons à l'autorité. Dans quelles conditions? On peut mieux faire. Alors je vous dis mieux faire. Nous avons de nos confrères aujourd'hui qui enseignent même à Louvain. Est-ce que vous imaginez quelqu'un qui a fait l'université de Kinshasa, il termine ici, il distingue, il va pour un stage ou pour une formation, mais il est retenu comme professeur à Louvain. Nous avons tant d'exemples dans le monde. Aujourd'hui en Afrique du Sud, nous avons des confrères qui sont partis et aujourd'hui ils font la joie des Sud-Africains. Donc en termes de personnel, il n'y a pas de problème. Il y a un problème de politique que nous demandons sincèrement qu'avant Covid-19 ne soit pas comme après Covid-19. On peut comprendre que vous, en tant que technicien, de la même façon que nous, profanes, avez peut-être appris par la même voie qu'on allait faire des essais cliniques de vaccins aussi chez nous, en République démocratique du Congo. Alors, beaucoup de voix se sont levées en Afrique comme au Congo pour dire non, on ne veut pas de ces essais chez nous. Mais vous, personnellement, en tant que pharmacien, en tant que Congolais, vous auriez souhaité que ça se passe comment ? Bon, en fait, c'est une matière scientifique hein, que nous ne voulons pas les traiter avec passion. Non. Hein, non. Nous ne pouvons pas dire à nos confrères, donc je parle du laboratoire, de la firme qui a fabriqué du vaccin, que vous mettez en place un produit pour tuer les Africains. On n'a pas de justificatif. On ne peut pas rentrer dans ce terrain-là. Raison pour essayer, voir si ça tué. Voilà, alors, non. Et donc, quand nous disons, pas nous, moi personnellement, vous m'avez posé en tout cas cette question de manière personnelle, j'ai vu au Congo, j'entends, et quand je partage l'avis de ceux qui disent non, c'est tout simplement pour des raisons de procédure. La procédure n'a pas été respectée. Parce qu'il y a un comité national d'éthique qui doit décider des essais cliniques. Parce que les essais cliniques, ce n'est pas encore la vaccination. C'est juste nous voulons tester. Alors, ce comité national d'éthique doit tenir compte des paramètres sociologiques, y compris le ras-le-bol national. C'est un paramètre sociologique, un refus massif de la population. Deuxièmement, il y a la pauvreté qui dilue le consentement éclairé. Parce que quelqu'un aujourd'hui peut venir, il est sur Victoire, il dit j'ai 100 $, c'est lui qui veut prendre le médicament pour tester. Avec le galère actuel. En tout cas, vous ne manquerez pas 1000 personnes, 2000, peut-être même. Voilà, peut-être même plus. Ouais. Donc, or, on ne participe pas à un essai clinique pour de l'argent, mais on participe à un essai clinique pour faire évoluer la science. Cette donne a déjà inhibé au maximum le consentement de la personne. Il y a aussi la réglementation. Déjà, nous souffrons dans le secteur pharmaceutique. Je vous ai dit que le vaccin, c'est un médicament d'origine biologique. Donc, ça fait partie de la matière du pharmacien. Nous souffrons énormément avec l'application de la loi dans le secteur pharmaceutique. Vous pouvez voir ce qu'il y a comme pharmacie à la cité. Vous pouvez voir comment les gens circulent avec les médicaments à la cité. Et donc, nous avons peur que l'institution indépendante qui va faire cette étude ait plus de marge dans la manipulation. C'est là où nous invitons nos sénateurs, nos députés, de pouvoir voter des lois. Parce que ça doit passer par des lois. En ce moment-là, quand un député, un sénateur dit non, il va le dire
en connaissance. De cause, ouais. Vous voyez, donc il va dire non, j'ai dit non parce que la loi que j'ai votée au Parlement n'a pas été respectée. Surtout que ça reste au niveau des politiques politiciennes ou que les gens en fassent du tollé jusqu'à parler du prof et tout le reste. Non, mais scientifiquement parlant. Ces essais-là, normalement, parce qu'il s'agit d'une pandémie, n'est-ce pas qu'on devrait faire des essais sur tout le monde, sur toutes les races? Exactement. Ben, pour qu'il y ait plus de crédibilité, pour qu'il y ait plus de certitude, l'essai clinique doit se faire sur toutes les races. C'est beaucoup plus convaincant. Mais nous pouvons trouver la solution à ça. Nous avons nos frères africains qui sont aux États-Unis, nous avons nos frères africains qui sont au Canada, nous avons nos frères africains qui sont en Europe. Ils sont tellement accommodés au climat là-bas que... Non. C'est-à-dire, si c'est génétiquement parlant qu'on doit faire appel à la race, nous avons la même génétique. Et donc, on peut le faire sur eux pour la simple raison, là-bas, il y a une loi, là-bas, il y a de l'ordre pour assurer la sécurité des patients. Ainsi, nous allons répondre à cette exigence de pouvoir les faire sur toutes les races. Tout doit rentrer à la pharmacie. Toute fabrication, toute certification de ce qui est médicament. C'est ça votre plaidoyer, c'est ça votre mot d'ordre. Exactement. C'est-à-dire la pharmacie, donc après avoir donné l'information aux médecins du médicament préventif, du médicament curatif, ce sont des hommes. Ils ont à la fois plusieurs informations qu'ils doivent gérer, ils doivent prescrire à la minute, ils n'ont pas 2 patients, ils n'ont pas 3 patients, il arrive des fois d'avoir 20, 30 patients. Et en prescrivant, il fait une lettre, ce que nous appelons ordonnance. Il fait une lettre au pharmacien pour dire, voilà, je t'envoie tel patient, voilà ce que je prescris. Et donc, celui qui prend une ordonnance ou une prescription ne voit pas un pharmacien, c'est comme s'il sautait un verrou. C'est comme s'il sautait un physique qu'on avait mis à sa disposition pour le protéger. Parce que le pharmacien ne vend pas les médicaments, j'insiste là-dessus. Le pharmacien dispense les médicaments. Même si on donne de l'argent, il lui donne le médicament. Même si on lui donne de l'argent, parce que vous pouvez avoir besoin d'un médicament, mais vous ne répondez pas aux critères. On ne vous donne pas. Même si vous avez des millions. Je pense que nos frères qui viennent de l'Europe, leur famille constate qu'ils en profitent pour acheter beaucoup de médicaments ici. Parce qu'ailleurs, ils ont du mal à acheter des médicaments. Où trouver les prescriptions du tramadol, par exemple. Où trouver des prescriptions des psychotropes. Vous voyez, et dans ce désordre-là, tout le monde vient profiter. Et donc, le pharmacien, quand il prend l'ordonnance, il regarde d'abord, c'est un homme ou c'est une femme. C'est un enfant ou c'est un adulte. Parce qu'on peut se retrouver dans des situations où quelqu'un fait une erreur, il prescrit des ovules pour un homme. On va se dire que non, il y a un problème ici. On peut se retrouver dans des situations où on donne une posologie adulte à un enfant. En ce moment-là, je dis non, cet enfant ici ne pouvait pas avoir autant de milligrammes. Puisque la posologie, c'est nous qui les définissons. Puisque le médicament, c'est nous qui le fabriquons. Et que nous donnons l'information aux prescripteurs pour mettre en place le traitement. Et donc, nous voulons absolument voir et contrôler. Parce que le responsable majeur du dégât du médicament reste le pharmacien. Parce que le médecin va dire, non, moi j'ai reçu l'information sur base de telle publication, sur base de tel laboratoire que je devais placer tel traitement. Et c'est à ce moment-là que nous demandons vraiment à la population de faire un effort, de pouvoir chercher des pharmaciens. Pas les vendeurs à la pharmacie. Pas les vendeurs en pharmacie, pas des commerçants, mais de chercher des pharmaciens. Nous avons fait un effort de pouvoir mettre devant chaque pharmacie le logo de l'ordre où il y a le nom du pharmacien et le numéro CENOP du pharmacien. Mais vous comprenez que dans un environnement économique déséquilibré, le pharmacien, après ses longues études de 6 ans à l'université de Kinshasa, ne sait pas vivre d'une pharmacie concurrencée de partout. Voilà pourquoi vous voyez des belles pharmacies qu'à la Gombe. Nous ne sommes pas à la République démocratique de la Gombe. C'est la République démocratique du Congo. Où mon souhait est que nos frères de Kimbanteke, nos frères de Bandal,
nos frères de Kitambo, nos frères de Kalamu soient aussi à mesure de trouver des médicaments de qualité. Et pour ça, nous avions déposé autant de projets. Nous avons fait des marches l'année passée. Nous avons été même reçus par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous pensons qu'après Covid-19, nous allons relancer encore cette opération. Parce que c'est simple. Il y a eu l'opération Esprit des morts à Esprit des vies. Donc nous pouvons aussi avoir l'opération Boutique des morts à Pharmacie des vies. Et ça, c'est possible. Fantastique. On peut avoir cette opération. De toute façon, l'actuelle pandémie a montré les dysfonctionnements dans beaucoup de secteurs, notamment la pharmacie, parce que on ne compare pas ce problème de santé avec tous les secteurs qui restent, hein, n'est-ce pas? Mais alors peut-être pour conclure, peut-être que ça aura été un rendez-vous manqué du côté du personnel de santé en règle générale, mais surtout chez les pharmaciens, parce qu'il y a des légendes qui relatent que le Covid-19 existe aussi chez nous, dans certaines de nos provinces, et même dans nos bétails, nos volailles, même nos aïeux les soignaient déjà. On cite en exemple certaines tribus, on dit que celles-là ne sont nullement frappées par le Covid parce que justement dans leur gène le rejette. De toute façon, ce sont peut-être des légendes, mais il y a aussi beaucoup de vrai dans ces histoires-là. Mais peut-être que ça aurait été l'occasion pour les pharmaciens que vous êtes de montrer qu'effectivement la RDC, le berceau de l'humanité, vous aurez mis ensemble vos énergies pour proposer quelque chose au monde aussi. Exactement, c'est ce que nous disons, c'est récupérable. C'est récupérable. Aujourd'hui, comme je dis déjà, c'est récupérable, je ne sais pas dire que c'est un rendez-vous manqué. Mais c'est récupérable. Parce que la pharmacie, c'est cette science qui modernise l'activité thérapeutique des plantes. Donc nous avons la possibilité d'extraire les molécules, les compositions qu'il y a dans une plante pour soigner une telle ou autre pathologie. C'est là où j'insiste encore. Nous devons travailler en collaboration avec le tradit praticien. Ils ont l'information de nos ancêtres, nous devons le partager. Plus loin que ça, nous avons des botanistes qui sont avec nous, qui travaillent avec nous. Mais dans le cadre de Covid-19, il y a des plantes. Il y a des plantes. Nous ignorons pas qu'il y a des plantes. Nous ne pouvons pas dire le contraire. Il y a des plantes que nos ancêtres utilisaient contre le virus. Ce n'est pas parce qu'on est moderne aujourd'hui que nous pouvons ignorer les plantes. Ces plantes-là peuvent être identifiées, ces plantes-là peuvent être analysées et mettre en place des médicaments. Il y a aussi certaines molécules que nous avons ici. Que font les autres? La chloroquine, c'est une molécule déjà utilisée contre le palu. Mais ils ont fait le repositionnement. Ils ont pris la chloroquine, ils l'ont essayé in vitro donc, dans le laboratoire contre le SRAS, qui est de la famille de coronavirus. Parce que le SRAS et le Covid-19, c'est la même famille, le coronavirus. Ils ont vu qu'il y avait une activité et ils ont demandé aux Chinois de pouvoir l'utiliser. Nous aussi, à notre niveau, nous pouvons faire par exemple l'étude in vitro de la quinine versus chloroquine. Parce que la chloroquine, c'est en fait un produit de synthèse qui part de la formule de la quinine. C'est-à-dire l'activité thérapeutique est partie de la quinine et aujourd'hui, on a les dérivés que nous avons sur les marchés. Mais nous, pharmaciens, dans le Covid-19, nous voulons vraiment rassurer la population que nous travaillons pour mettre en place des médicaments de qualité en traçant le fournisseur, en traçant en fait, dans la logistique du produit. Et c'est là où nous demandons vraiment à la coordination de laisser le pharmacien exercer sa profession dans la prise en charge de cette pathologie. Il y a des médicaments qui arrivent. Nous souhaitons que ces médicaments-là soient déposés entre les mains des pharmaciens dans les hôpitaux retenus pour la prise en charge du Covid-19. On ne sait pas. Et non que ça atterrisse dans les poches des cliniciens. Voilà. Et non que ça atterrisse sur d'autres personnes qui ne sont pas pharmaciens. Parce qu'on ne sait pas. Nous voulons mettre des verrous à chaque niveau.
C'est-à-dire, si au niveau du fournisseur, on a loupé quelque chose, au niveau de la douane, on a loupé quelque chose, même au niveau, avant 1 minute de l'utilisation, le pharmacien responsable de l'hôpital retenu pour le Covid-19, il peut remonter l'information en nous disant, voilà, j'ai vu quelque chose de suspect sur l'emballage, je puis tester la dissolution de tel comprimé, je trouvais qu'il y a eu des problèmes, est-ce qu'on ne peut pas remonter la filière? C'est là où l'importance du pharmacien en aval comme en amont doit se faire sentir ou se fait sentir. Donc pour que le Covid-19 nous sert de leçon et que le Covid-19 nous prépare à l'avenir au maximum, nous devons laisser chaque profession jouer son rôle. Chaque profession a un acte professionnel. Pour nous, c'est les actes pharmaceutiques. Et le monde de santé sont au courant de la conception à la fabrication, à l'analyse, à la grande distribution et à la dispensation, plus loin même, à la pharmacovigilance du produit. Le pharmacien doit être là. Et c'est votre mot de la fin. Merci, Dr José Kongolo, d'être passé. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Et à très vite. Vous aussi, prenez soin de vous. Madame, monsieur, on marque un stop ici, à ce stop Covid. Merci d'avoir été de nôtres. N'oubliez pas de prendre soin de vous.